please welcome on stage the co-director of the film you just saw. Je vous invite à souhaiter la bienvenue sur scène de Lucas van der Rey, co-réalisateur du film que vous venez de visionner. How do you feel? Comment vous sentez-vous? J'ai énormément pleuré. Because it's the first time you. C'est la première fois que vous voyez le film, que vous projetez le film devant un public. C'est tout comme si je voyais le film pour la toute première fois, très honnêtement. Le processus de réalisation est tellement stressant. On a eu la toute première projection l'année dernière. C'est pratiquement comme si je n'y étais pas. J'étais ailleurs. Et là, aujourd'hui, c'est comme si je voyais le film pour la toute première fois, pas en tant que réalisateur, mais quelqu'un d'externe. Et j'adore tous ces gens. Merci beaucoup, merci de votre présence aujourd'hui. Nous avons quelques instants pour discuter avant la table ronde et la question évidente que je vais vous poser, c'est comment est-ce que tout ça a démarré? Comment est-ce que vous avez entendu parler du camp? Comment avez-vous songé au film? Vous êtes co-réalisateur avec Chris Wassendorf. Comment avez-vous décidé de vous lancer sur ce projet? Alors, j'ai commencé à écrire il y a 3 ans environ. Écrire, c'est plutôt faire de la recherche. J'ai rencontré Mose qui venait d'une autre famille que celle dans laquelle j'ai grandi. J'ai rencontré Mose, sa mère travaille sur des films. Son père est comédien. C'est une famille très progressiste et Mose avait participé à un camp tel que celui-ci et je lui ai demandé mais pourquoi avais-tu besoin d'un camp tel que celui-ci si tes parents sont aussi progressistes? Et après l'avoir rencontré et en avoir discuté, je me suis rendu compte que le fait de venir d'une famille comme celle-là, c'est une chose, mais la société, elle, a besoin de faire des progrès énormes, de grands pas en avant. Et c'est ce qui m'a vraiment frappé, voir l'état du monde aujourd'hui, notamment pour les gens queer, c'est compliqué. Et là, Meuse était là. Il était lui-même, il a suivi la transition suite au camp. Le camp a duré 4 jours et demi, donc c'est assez court. Et ça a commencé par parler de sa famille. Mais oui, mais même si on vit dans une famille progressiste, on vit dans un monde qui nous dit comment on doit être ou ne pas être. Mais comment avez-vous fait pour aborder les protagonistes? Parce que c'est un film sur un sujet très intime. On a l'impression que le caméraman lui disparaît parfois. Comment est-ce que vous y êtes pris pour leur donner de l'intimité tout en étant présent pour filmer? Eh bien, j'ai essayé de m'éloigner de tout ce qui est voyeurisme. Alors, c'est du voyeurisme, mais on était très honnête dès le début. Ce dont on avait besoin de leur part et ce qu'on pouvait leur apporter. On leur a dit, on veut que vous racontiez l'histoire. Ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. Et ils ne voulaient pas faire des entretiens. Donc, ils ont décidé ce qu'ils allaient raconter. La structure du camp, eh bien, nous a énormément aidés parce que dans le camp, on partage ce qu'on a envie de partager. Donc, tout a démarré, je dirais, avec la recherche. Après, il n'y a pas seulement la recherche, il y a aussi l'énergie de l'équipe. J'ai rencontré Chris, enfin, j'ai fait énormément de recherches, mais j'ai ensuite contacté Chris et
Je me rendais bien compte qu'il me fallait un co-réalisateur. Chris est vraiment très douce et donc tout a commencé avec son énergie et mon énergie et ensuite les autres membres de l'équipe. Certains sont queer, d'autres pas. Et puis on a aussi nous-mêmes participé aux conversations. On aurait pu être filmé, on l'a pas fait. Mais j'allais justement dire, vous êtes queer. C'était votre tout premier camp queer aussi. Non, en fait, c'était mon troisième camp queer. Le premier, I was joining the crew. eh bien, j'étais membre de l'équipe qui tournait et en fait, la première scène, c'était un champ rempli de parents avec les gamins, 150 personnes en tout, pratiquement que les mamans. Les papas, ben, c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est encore un vaste sujet. Mais ça m'a tellement frappé, un champ rempli de parents qui appuyaient leurs enfants pour qu'ils aillent à un camp d'été pour des enfants queer qui ont énormément de problèmes et de difficultés. Donc, pour moi, c'était important de raconter cette histoire. Et pendant ce camp, qu'est-ce qui vous a le plus frappé parmi toutes ces expériences qui ont eu lieu au cours de ces 5 jours, pardon? Alors, on a fait le premier jour et au deuxième jour, je dis à Chris, mais je suis vraiment perturbée, je m'en veux parce que je t'ai traîné là-dedans et en fait, il va rien se passer. Et puis, les responsables du camp m'ont dit, mais il faut faire confiance aux enfants, hein, ils ont encore besoin de trouver les autres et petit à petit, ils vont commencer à s'ouvrir les uns aux autres. Et c'était une leçon très importante pour moi. Il y a des choses qui prennent du temps. C'est sur 5 jours, les enfants arrivent, ils ont peur, ils sont vulnérables et si on leur accorde ce temps, eh bien, des choses se passent. Il y a énormément de décisions aussi qui doivent être prises en tant que réalisateur. Alors, on va avoir une conversation sur la domination adulte. C'est assez frappant de voir que par rapport à toute cette discussion sur les jeunes queers, comment voyez-vous l'articulation entre ce que vous avez fait dans ce film, les discussions dans ce film et les adultes? Eh bien, pour moi, les premiers adultes qu'ils rencontrent, ce sont les parents. Tout commence par les parents. Et par rapport à ce film, les parents, eh bien, ils ont deux choix. Soit ils soutiennent leurs enfants, soit ils ne les soutiennent pas par rapport à leur orientation. Et là, le choix revient aux parents. L'enfant, lui, doit s'ouvrir au monde et lui ne fait qu'espérer que ses parents et que le monde tout entier le soutiendront. Mais pour les enfants, c'est est-ce que je peux être moi-même dans cette salle? Est-ce que je peux être moi-même chez moi, à la maison? C'est un film tout à fait opportun et une conversation tout à fait opportune et utile. Alors, on va démarrer la table ronde. Vous allez rester avec nous dans la salle. On n'aura pas de questions pour Lucas, malheureusement, mais plutôt à la fin de la discussion, là, vous pourrez les lui poser. N'hésitez pas. Donc, on va analyser de façon un peu plus approfondie les relations de pouvoir entre les jeunes et les parents avec un panel. Donc, un très grand merci, Lucas, de nous avoir fait confiance. Et voilà, et je laisse le plateau à Kautar Archi et ses invités qu'elle va vous présenter dans un instant. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Sans transition, j'ai envie de dire, nous allons ouvrir, ou plutôt poursuivre, la discussion après ce film magnifique et émouvant que nous venons de voir. Carolina Gonzalez, vous êtes activiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste, vous êtes vidéaste, vous êtes aussi créatrice d'une chaîne de témoignages. Vous avez un parcours très riche, un parcours qui a été longuement centré sur la question des violences, avec cette idée que vous développez actuellement de plus en plus, à savoir que l'une des origines de ces violences s'ancre dans le rapport des adultes aux enfants. Exactement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Pierre Niedergang. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez la philosophie, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Vers la normativité queer, paru en 2023 aux éditions Blast. Vous avez aussi beaucoup contribué avec un certain nombre d'autres chercheurs et chercheuses à la valorisation des travaux de Tal, Peter Bromerx. Merci beaucoup d'être présent. Merci à vous. Gabrielle Richard, merci, bonjour. Vous êtes sociologue, directrice de la recherche au GRI Montréal. Vous êtes l'autrice de 2 ouvrages, Faire famille autrement, paru en 2022, et Protéger nos enfants en 2024, à chaque fois aux éditions Binge. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et Karine Espinera, qui est avec nous à distance. Merci beaucoup d'être avec nous, Karine. Vous êtes sociologue. Et bonjour. Bonsoir, bonjour. Et vous êtes l'autrice avec Maudius Thomas de l'ouvrage Transidentité et Transitude, se défaire des idées reçues, qui est paru en 2022 aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup, Karine. Merci. Je disais effectivement sans transition parce que c'est à travers le film très beau, comme je le disais, très émouvant de Lucas von Rey que nous allons entrer dans la discussion. La première question que je voulais vous poser, comment avez-vous perçu le film et comment est-ce que ce film résonne avec votre travail, avec les réflexions que vous menez, avec les luttes qui sont les vôtres? Qui veut commencer? Carolina, Excusez-moi, moi je viens de le découvrir du coup. Et ce que je retiens, c'est l'importance pour des populations minorisées d'avoir des espaces d'expression et de création de liens sociaux qui soient justement pensés pour pouvoir explorer les marges en fait et d'autres manières d'exister au monde que celles qui nous est imposée. Et pour faire le lien avec mon travail, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire moi avec mes vidéos quand j'ai commencé YouTube à 18 ans, donc il y a maintenant 10 ans, ça va vite. Et oui, l'idée c'était de en fait parler de problématiques que je vivais personnellement et de voir du coup à quel point des personnes connues ou moins connues de mon entourage pouvaient du coup s'y rattacher. Donc ce que je retiens, c'est l'importance de ces espaces-là et la protection aussi de l'intimité et je sais pas si on peut dire l'anonymat, mais voilà, de se dire ici vous avez le droit d'être qui vous êtes et on ne veut pas vous forcer à quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était aussi une marque de respect profonde de dire à l'un des personnages, excusez-moi, à l'un des protagonistes, tu peux rentrer chez toi, t'es pas obligé d'accélérer le processus ou quoi. Donc voilà. Moi, je veux bien rebondir là-dessus sur l'importance, je crois, de la communauté, enfin du commun, du faire commun, parce que souvent on dit la communauté LGBTQI+. En fait, il est douteux que la communauté existe, et ce que je trouve fort dans ce à quoi ça nous donne accès, c'est la nécessité de construire du commun, mais de le construire en se réunissant, on voit aussi que ces personnes-là font la vaisselle ensemble, font du sport, échangent. En fait, le film montre du commun en train de se constituer, et ce que le réalisateur disait, que ça prenait du temps, en fait c'est fort aussi, c'est-à-dire que oui, en fait ces personnes-là ne se connaissent pas, elles partagent pas une identité en commun qui serait là, qui préexisterait, qui les unirait et qui ferait que c'est simple. En fait non, le commun ça doit être constitué et ça se fait voilà.
dans des espaces spécifiques. Alors moi, je trouve ça très fort, en effet, que il y a la question, puisque c'est quand même la question des dominations, on va en parler de la domination adulte, que à la fois les personnes du camp disent, je crois c'est à Fano, c'est ça, que il peut rester, il peut rester ou partir comme il veut. Mais en fait, on y reviendra peut-être, mais sa mère, elle lui dit c'est hors de question. En fait, je ne viens pas te chercher. Donc, en même temps, les personnes du camp disent tu es libre, et du côté de la famille, il y a quand même, en fait, c'est moi qui ai la voiture, toi tu ne conduis pas. Donc, c'est toute la question aussi de est-ce qu'on est libre dans ses mouvements quand on est un jeune. Et y compris là, dans ce cadre-là, je trouve que ça, on voit assez vite qu'il y a une tension et un paradoxe. Dans cette lignée-là, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on est là pour parler de domination adulte, puis de plein de façons, ce film est un peu nous montre l'envers du décor de la domination adulte. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est qu'on ne voit pas effectivement transparaître ça et là des moments où on peut voir ça poindre, mais on est sur un contexte et des représentations qui sont privilégiées de plein de façons. C'est-à-dire qu'on voit notamment, on voit très peu et très rarement des adultes, même les adultes qui sont en charge du camp. Il y a une personne qu'on voit souvent, mais souvent ce sont des voix qu'on entend. On devine qu'il y a des adultes qui sont là, mais la caméra reste branchée sur les jeunes personnes, ce qui est globalement plutôt rare. On est en dehors d'un cadre familial qui est le cadre où se joue. Alors là, c'est un peu spécifique parce que comme Lucas nous l'a dit tout à l'heure, on est sur un public qui est a priori qui a le soutien, pas parfait, mais du moins un certain soutien de la part de leurs familles, parents, responsables légaux. Ça aussi, c'est plutôt atypique quand on parle de jeunes queer, de jeunes personnes trans. Et donc, et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on est, alors, tout n'est pas rose, mais on a des représentations de jeunes adultes queer heureux. Ils ne sont pas heureux toujours, hein? Il y a des moments difficiles, puis c'est ça. Mais c'est des choses qu'on voit très peu. Très rarement. On se permet très rarement ces représentations-là. Puis, alors, je vais vous raconter un truc qui parle probablement de mon algorithme plus que d'autres choses. Donc, vous en prenez, vous le laissez, vous verrez vos propres tests. Mais moi, je travaille depuis un bon moment avec des jeunes personnes queer, des jeunes personnes trans, des jeunes en questionnement sur le plan de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Et un truc qui n'a pas changé dans les je sais pas, à peu près 20 dernières années, c'est qu'à chaque fois que j'essaie d'aller chercher des représentations et des images sur Internet et que je tape quelque chose comme « jeune queer », c'est toujours la même image. C'est une jeune personne avec un hoodie sur la tête, accroupie dans un couloir d'école. Je sais pas si vous voyez l'image, la caméra est ici. Et donc, bref, c'est l'espèce d'image par excellence de l'intimidation et du harcèlement scolaire. Il ne s'agit pas d'en rire, mais il s'agit juste de dire à quelle autre image on a accès, nous, en tant qu'adultes, a priori, mais particulièrement les jeunes queer, à quelle représentation positive et heureuse ces personnes-là peuvent avoir accès de modèles d'adultes qui réussissent. Et puis, dans l'exercice, puis je vais terminer là-dessus, mais dans l'exercice de voir la place, disons, politique ou médiatique ou je ne sais trop, des jeunes personnes queer et trans, ce qu'on voit, c'est qu'on accepte, on ne veut pas trop se les représenter, mais quand on se les représente, on accepte de le faire quand on se les présente comme des victimes. Ah ouais, c'est difficile, vous sortir de la marche, c'est difficile. On veut pas que ce soit, on veut pas inciter d'autres personnes à questionner leur hétérosexualité obligatoire ou interroger leur genre, le fait d'être une personne cisgenre. Donc, OK, on se les représente, mais c'est souffrant, il y a de la vulnérabilité, on est victime, etc. Ou quand on se les représente, et c'est comme une non-représentation, c'est parce que leur parole est relayée par des adultes. Et c'est souvent à ça qu'on fait face. Et c'est ce qui est particulier, donc pour revenir à ce film-là, c'est à quel point, justement, on n'est pas dans cette médiation par l'adulte de la parole des jeunes. Et ça, c'est vraiment des représentations qui sont rares et qui sont précieuses, il me semble. Karine, comment avez-vous perçu ce film? Comment est-ce que ça résonne avec votre travail? Alors, pour moi, ça résonne évidemment, ça résonne avec mon travail, puisque notamment je travaille actuellement sur le backlash et ce qu'on appelle backlash, mais enfin surtout ces rhétoriques anti-trans, j'ai envie de dire, et notamment qui ciblent les mineurs, et souvent les voix des détracteurs sont des parents, sont des adultes. Il me parle aussi à titre personnel. Moi,
il y a eu des moments où j'avais vraiment la boule au ventre et j'avais une émotion qui montait et je me disais, là, avec un visionnage comme ça, je peux pas avoir de recul, vraiment. Parce qu'il m'a donné envie, moi j'aurais presque envie de parler à Karine qui avait 14, 15, 16 ans et de lui dire va chercher un tel lieu, va trouver les outils éventuellement pour que tes parents soient pas des petits fachos, etc., etc. Pour qu'eux aussi grandissent d'une certaine façon. Donc moi, il m'a vraiment touché, il m'a touché vraiment personnellement. Et pour moi, c'est difficile de pas partager cette émotion du coup avec vous. Alors, j'ai été marqué particulièrement par la séquence et le dispositif de la ligne. Et là, moi, j'étais à 2 doigts de me mettre à pleurer en le regardant. Et l'analyse que j'en ferai avec un petit peu de recul quand même, c'est que c'était intéressant de montrer ce dispositif, de montrer comment on peut être accompagné dans une démarche au départ qui est solitaire. C'est pour savoir si on doit franchir cette ligne, on dialogue d'abord avec soi, et ce dialogue, il se joue à la vitesse de la lumière. J'aimerais dire aussi que ce que j'ai aimé dans le documentaire, et je le montrerai bien, enfin c'est ça que je voulais dire, c'est que je le montrerai bien aux détracteurs dont je parlais tout à l'heure, détracteurs et détractrices, voilà, des socialités LGBTIQ+, mais aussi des espaces de non-mixité choisis. En France, en tout cas, on attaque beaucoup la non-mixité choisie. Et moi, je leur montrerai bien ce documentaire pour leur montrer que pour les personnes déjà, il s'agit de se comprendre soi-même. Il s'agit aussi de se comprendre entre soi. Et l'objectif de ce qu'on appellerait péjorativement dans certains lieux cet entre-soi, pour moi, c'est un moyen de mieux être dans le monde et notamment de composer avec cette normalité qu'on questionne pas assez et avec laquelle on désintègre des individus. Donc je pense que c'est un document qui est intéressant, moi qui m'a bouleversé, qui m'a ému et je pense qu'il est utile aussi. Merci beaucoup. En introduction, Robin Haddé signalait le fait que lorsque l'on parle de domination de genre, lorsqu'on parle de domination raciale, domination de classe, on avait à peu près à l'esprit un certain nombre d'éléments conceptuels, théoriques qui nous venaient spontanément. En ce qui concerne la domination adulte, mais le titre de cette table ronde est bien déconstruire la domination adulte, il me semble que les choses sont encore un peu plus floues, encore un peu plus mouvantes. Karine Espinera, par exemple, parlait des détracteurs et des détractrices des socialités LGBTQI+. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur cette expression de domination adulte ? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre davantage ce qu'elle recouvre? Est-ce que vous l'utilisez dans votre travail? Est-ce que vous utilisez une autre notion? Comment est-ce que cette expression de domination adulte fait écho à vos travaux respectifs? Pierre? Du coup, moi je vais plutôt là parler pour le coup du travail de Tal Peter Boutmerks, qui était un ami à moi qui travaillait sur ces questions de domination adulte-enfant, et lui vraiment au cœur de... Donc en fait, il travaillait sur une thèse qu'il n'a pas terminée puisque il s'est suicidé en 2021. Et donc avec un certain nombre d'amis, on a décidé de travailler à la publication de cette thèse parce qu'elle nous semblait importante. Et le titre de la publication, du coup, c'est La domination oubliée, politiser les rapports adulte-enfant. Et c'est vrai que le mot domination, il vise d'abord à politiser, à repolitiser, parce qu'en fait on a tendance, typiquement sur la voiture, le déplacement, et puis le fait que la mère de Fano le force à rester au camp, on a tendance à considérer qu'au fond il est bien naturel pour les parents d'obliger les enfants à tout un panel de choses. Pourquoi? Pour leur bien. Et qu'en fait, ce sont des êtres qui ne sont pas entièrement constitués, voilà, et donc qu'ils n'ont pas une volonté, enfin leur volonté, n'est pas formée, et qu'en fait, il faut prendre les décisions à leur place et il faut leur dire ce qui est bon pour eux. Et l'idée de parler de domination adulte-enfant, c'est de considérer que ça n'est pas un rapport qui est naturel, mais c'est un rapport qui est institué politiquement par un certain nombre de lois, par un certain nombre d'institutions.
et que cette vulnérabilité dont on parle, qui est censée être celle des enfants, n'est pas naturelle en fait. C'est une vulnérabilité qui est constituée politiquement. Et le terme de domination, il est parfois critiqué parce qu'il peut y avoir d'autres manières de repolitiser la question de l'enfance, par exemple en parlant d'infantisme, d'adultisme, d'agisme. Et parler de domination, c'est vraiment rentrer dans un cadre qui est l'héritage du matérialisme et du marxisme, et poser une domination entre deux ensembles d'individus, les adultes, les enfants, donc vraiment avec un conflit qu'on peut penser à partir de la classe. Et donc penser en termes de domination adulte-enfant, c'est aussi potentiellement penser une opposition, un antagonisme entre la classe des enfants et la classe des adultes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez fertile pour repenser, voilà, comme une opposition de classe, une relation qu'on a tendance à considérer comme étant celle d'une domination naturelle. Bon, ça pose des problèmes particuliers, après je m'arrête là, mais en fait c'est un peu particulier parce que dans le cas de la relation entre enfants et adultes, en fait on passe si on a de la chance, on passe d'une classe à une autre, donc on passe tous et toutes de la classe de dominé, être enfant, à la classe de dominant, être adulte. Et donc cette mobilité, elle pose évidemment des problèmes pour, en fait, est-ce que c'est vraiment de la domination? Parce que moi, je deviens dominant et nécessairement dominant à un moment. En fait, l'idée, c'est de travailler autour de cette particularité du rapport adulte-enfant qui est qu'en fait, on devient tous et toutes à un moment, encore une fois, si on a de la chance, dominant dans ce rapport social. Dans la lignée de ce que Pierre vient d'expliquer, moi, moi, je suis sociologue, j'ai quand même beaucoup galéré à essayer de comprendre ce rapport de domination. Et je peux pas dire que j'en ai entendu parler dans ma formation initiale. Donc, il y avait vraiment un moment où je me disais, est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que c'est un vrai rapport de domination? J'ai réfléchi et je me rends compte qu'il y a tout un discours qui, comme tu le disais, qui naturalise, qui laisse entendre, puis de façon très exemplifiée. Souvent, quand on va parler de domination adulte, je ne sais pas si c'est le cas des collègues, mais moi, je me fais souvent dire, ouais, mais quand même, un enfant de 2 ans, il peut pas décider à quelle heure il va au lit, puis il peut pas décider de s'alimenter par lui-même, puis s'il est malade, il prendra pas les médicaments. Donc, il y a parfois, en sortant ça comme contre-argument, c'est comme si un peu on essaie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors que ce qu'on essaie de dire simplement, c'est qu'on veut interroger les conditions sociales de création des statuts mineurs, majeurs, enfants, adultes, etc. Donc, il y a ça que je pense qui est à remettre en perspective. Moi, ce qui m'a aidé dans mon exercice de prendre un pas de recul pour comprendre de quoi il s'agit en termes de rapport de domination, parce que comme tous les rapports de domination, on les a en plein visage. Ils sont partie prenante de ce qu'on considère allant de soi, donc c'est assez difficile de s'en détacher pour le voir à l'œuvre. Et comme pour d'autres rapports de domination, ce qui, moi, m'a été utile, et je souhaite que ce soit utile pour vous, vous verrez, mais c'est de procéder par des exercices d'inversion. Donc, c'est ce que proposent plusieurs personnes, et notamment, il y a une BDiste qui s'appelle Fanny Vella, qui a sorti un livre qui s'appelle « Et si on changeait d'angle ?» Et c'est simplement des courtes vignettes qui montrent ce qu'on pourrait appeler de l'adultisme ordinaire, des trucs d'une grande banalité du quotidien, mais qui, interrogés avec une autre lorgnette, avec un autre regard, nous parlent quand même d'un certain rapport de domination. Et ce sont des vignettes qui sont... alors, on n'en a pas visuellement, donc je vais vous en décrire une. Et c'est, par exemple, un couple qu'on devine hétérosexuel, donc moi et Pierre. Et donc, par exemple, Pierre a une nouvelle voiture. Et là, je dis, mais Pierre, prête ta nouvelle voiture à Gontran ici, il faut partager avec les autres, arrête d'être égoïste, etc. Donc, c'est ce genre de vignette-là qui, pour le coup, interroge, fait un peu rigoler, parce que bien sûr que dans aucun scénario, non seulement on serait hétérosexuel, mais dans aucun scénario, un adulte obligerait un autre adulte à prêter quelque chose qui lui appartient à une chose à laquelle cet adulte-là tient contre son gré. Hein? C'est même ce qu'on appelle le consentement de base. Or, je vous invite à aller dans une aire de jeu des environs, si vous êtes parent ou pas, mais très communément, c'est des choses qu'on demande aux enfants.
prête, on est en train de jouer dans le sable, prête ton seau et ta pelle aux autres amis qui sont là en train de jouer avec toi. Prête ta voiture, on prête, c'est comme ça qu'on vit ensemble, etc. Et donc ça, on ne l'interroge pas quand il s'agit d'enfants, mais si on inverse, on va se dire, ben, c'est un peu étrange quand même qu'on fasse fi du consentement comme ça. Donc c'est une série de vignettes comme ça qui, pour le coup, sont assez, il me semble, efficaces pour nous aider à prendre le pouls de la banalité de ces enjeux, puis de voir comment on est pétri de domination adulte et d'adultisme. Et c'est ça qui complexifie la chose. Puis, je vais dire une autre chose, c'est que c'est particulièrement important en termes de domination adulte d'avoir un regard intersectionnel sur ces questions-là. C'est toujours important, effectivement, mais quand on parle de domination adulte, là, pour le coup, on s'intéresse particulièrement au carrefour de l'adultisme et des questions d'hétérosexisme et de cissexisme en particulier. Et donc, ça donne des choses en particulier. Mais si on s'intéresse, par exemple, on n'a pas la même manière de considérer des enfants ou des mineurs comme étant innocents et vulnérables, selon qu'il s'agit de garçons ou de filles, dans une perspective binaire, selon qu'il s'agisse de personnes racisées ou non racisées. Donc, il y a vraiment des choses à considérer sur ce plan-là. Dans bien des cas, et puis malheureusement, c'est dans des cas qui font l'actualité, des cas de violence policière envers des jeunes personnes racisées, notamment des jeunes garçons racisés, souvent, vous porterez attention, la couverture médiatique vous va dire, quand c'est des personnes mineures, il avait 12 ans, mais il avait l'apparence d'un homme. Il était grand pour son âge. Il y a cette idée de, au contraire, plutôt que d'innocenter des personnes mineures, il y a un peu l'idée contraire de, on va adultifier pour dire, il n'est pas innocent, même s'il est jeune. Donc, il y a cette dynamique-là qui est à comprendre, je pense, en dialogue avec d'autres rapports de pouvoir. Et pour moi, c'est important de le nommer. Effectivement, c'est très juste. Ça me fait penser à qui nomme-t-on enfant et qui nomme-t-on mineur, par exemple. Cette simple distinction est déjà parlante. Karine, comment est-ce que vous travaillez, vous usez ou pas de cette expression, de ce concept de domination adulte? Alors déjà, le concept, je le trouve absolument vertigineux parce que j'ai l'impression qu'on pourrait le prendre par mille et une façons. Alors, évidemment, quand on parle de domination adulte, vient à l'esprit, la première expression qui vient à l'esprit, c'est rapport de pouvoir entre adultes et enfants. Et d'habitude, on l'entend sur d'autres questions, entre cisgenres et non, et personnes trans, etc., personnes racisées et non racisées. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment adulte et enfant. Et là, on arrive et ce rapport de pouvoir, il se joue dans un cadre où l'enfant est considéré comme une page blanche à remplir. Et j'espère que ça va être compréhensible. Comprendre pourquoi je parle de cette page blanche à remplir. C'est qu'on parle souvent de l'enfant, ou des enfants, même des fois on leur parle, comme s'ils n'étaient pas là. Hein, comme s'ils n'existaient pas au présent. C'est un jour tu pourras, un jour tu auras le droit, quand tu seras grand, quand tu seras grande, quand tu seras en âge de raisonner, en âge de comprendre, quand tu seras marié, quand tu auras des enfants, tu me comprendras, quand tu seras libre, etc., etc. C'est toujours une sorte de futur avec lesquels on parle d'eux. En fait, ils ne sont pas là, tout en étant là, mais finalement, leur autonomie, leur capacité à se penser, à penser leurs conditions, c'est un jour, un futur. Et cette idée de page blanche, que je trouve très forte et violente à la fois, moi, je la trouve vraiment terrible, mais finalement, je me dis je pense qu'il y a réellement des personnes qui pensent un peu comme ça. Alors, de façon j'y vais peut-être un peu rude, mais par exemple, avec tous les discours qui sont tenus sur les mineurs trans actuellement, et notamment des collectifs comme Hippomonie, par exemple, qui est un collectif de parents avec des parcours assez particuliers et avec des affiliations avec la Manif pour tous, etc. Donc vraiment des idées conservatrices, voire ultra-conservatrices. On peut quand même entendre à demi-mot qu'il faut à tout prix que les parents reprennent les cartes en main, que les parents écrivent cette page avant que la propagande ou la mode, alors on parle de transactivisme, ou plus largement des LGBTIQ+, ne le fasse. Et c'est pour ça que je disais que c'était vertigineux tout à l'heure. Merci. Carolina? Excusez-moi, je suis un petit peu malade.
Du coup, en ce qui me concerne, comme je disais, j'ai commencé mes vidéos à 18 ans et à côté de mon travail en ligne, du coup, j'ai été formée en sociologie jusqu'au bachelor et là, je suis animatrice parascolaire. Et j'ai été frappée par les souvenirs que ça me procurait en fait d'être dans des cantines et d'entendre les adultes s'adresser aux enfants parce que ça m'a renvoyé immédiatement à mon propre vécu en tant qu'enfant du para du coup et je me suis surprise à moi-même sursauter lorsque j'entendais certains adultes vociférer sur des enfants et me reconnaître en me disant mais en fait là je suis un adulte je suis pas censée sursauter en entendant ça et pourtant ça me renvoie tout de suite à ce vécu et c'est que à partir du moment où j'ai pu côtoyer des enfants dans le cadre professionnel et quotidiennement, que vraiment j'ai la lumière qui s'est allumée, qui m'a frappée, où je me suis dit, mais tout ce que je fais depuis toutes ces années à décortiquer les rapports de genre, les rapports de classe, puis les rapports de race, puis de validisme, parce que voilà, j'ai un peu voyagé dans tous ces domaines-là pour essayer de les comprendre. Tout d'un coup, avec les enfants, ça m'a paru tellement flagrant. Je me suis dit, mais tout est là. Enfin, tout ce qu'on fait subir à d'autres populations en tant que groupe dominant, on peut le résumer à ce qui se passe entre les adultes et les enfants. C'est juste que là, on part du principe que c'est souhaitable, que c'est sain, et que en fait, c'est comme ça qu'on va les dresser entre guillemets, si on prend un terme foucaldien, justement, la répression des corps et des esprits, l'idée que voilà, l'enfant il est déviant par nature et qu'il a besoin qu'on aille le redresser à travers plusieurs institutions, typiquement l'école. Et là, vraiment, ça m'a paru clair comme de l'eau de roche et j'ai pu observer ces rapports de pouvoir au quotidien et moi-même les questionner puisque j'ai constaté que moi, dans ma pratique aussi, je n'avais pas les outils pour faire autrement que par une forme de... je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'autorité, d'une forme de répression aussi que je leur inflige malgré ma conscience des enjeux de domination. Donc c'est là où vraiment j'ai fait le lien. Je donnais une image tout à l'heure quand on préparait la discussion. C'est comme si visuellement j'avais vu un genre d'arbre dont les branches étaient le sexisme, le racisme, le validisme, la grossophobie, enfin tous ces rapports de domination que en tant qu'adulte on peut connaître, dont le tronc était donc la domination adulte-enfant. Et comme nous sommes tous a priori ici, c'est même pas a priori, nous avons tous été des enfants, c'était une porte d'entrée pour moi, pour me dire, j'espère que vous avez été des enfants, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de parler de rapport de domination aux gens, parce que si on arrive à se resituer à cet endroit et se dire mais tiens c'est vrai qu'en fait quand je suis face à un enfant je suis face à un être qui pense, qui vit, qui sent, qui a un avis, qui mérite d'être écouté, qui mérite d'être respecté, protégé et que j'arrive à me lier à son vécu et à me rappeler du coup techniquement de l'enfant que j'ai été, peut-être que ça m'aide un peu à déconstruire du coup d'autres rapports de domination. Et vu que j'y tenais, j'aimerais vous parler aussi de domination adulte en termes de statistiques parce que je pense qu'il faut rappeler quand même que si on s'intéresse par exemple aux questions féministes, on ne peut pas faire l'impasse sur la question des violences infligées aux enfants, puisque si effectivement les femmes sont majoritairement victimes de violences sexistes et sexuelles, on peut avoir une loupe grandissante lorsqu'on observe du coup les victimes que représentent les enfants, sachant que là, les statistiques dont je vais vous parler, ce sont celles de l'Office fédéral de la statistique et de l'association ESPACE, qui est donc l'espace de soutien et prévention contre les abus sexuels à Lausanne. Donc déjà, l'écrasante majorité des victimes de VSS ont moins de 14 ans. L'écrasante majorité. Donc là, j'ai pas la statistique exacte, mais je vous laisserai regarder par vous-même auprès des sources que je viens de citer. Ensuite, on sait qu'au moins un enfant sur 10 a subi de l'inceste ou de la pédocriminalité, et ça, c'est les statistiques qu'on sait, c'est-à-dire qui ont été dénoncées. Donc, c'est sûrement un chiffre à la baisse. Entre les années 2013 à 2016, les auteurs de ces types d'infractions étaient mineurs à hauteur de 25 à 30%, c'est-à-dire qu'un quart des auteurs de violences sexuelles sont eux-mêmes des enfants, en fait. Alors, ces chiffres-là ont baissé, notamment en 2022, ils se comptabilisent à 15%, mais c'est quand même énorme. Dans un article du Temps, en 2023, on a relevé que les cas de maltraitance infantile relevaient à dans 3 quarts des cas, venaient d'un membre de la famille, proche ou élargi. C'est énorme en fait, et ça prouve que la famille, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, est une institution d'un point de vue sociologique qui est dangereuse en fait, en termes d'exercice des violences. J'ai bientôt fini, accrochez-vous. En 2022, on a comptabilisé en Suisse près de 1900 enfants qui ont été hospitalisés et qui ont dû être soignés suite à une grave mise en danger de leur bien-être. Parmi ces 1900 enfants, 45% avaient moins de 6 ans, 18% avaient moins de 1 an. On parle d'enfants, de bébés qui ont été hospitalisés parce qu'on les maltraitait. Et en fait, pour moi, c'est ça, la domination adulte. C'est de dire,
tout ce qu'on arrive à voir chez les autres adultes et se dire c'est pas normal en fait qu'on fasse subir ça à tel groupe ou tel autre groupe, eh ben, on doit se rendre compte que chez les enfants c'est exacerbé. Et je peux vous le garantir, quand on observe des groupes d'enfants de 4 ans, ce qui est mon cas, au quotidien, interagir entre eux, cette violence, ils s'en imprègnent comme des éponges et après ils l'exercent entre eux d'une manière absolument dévastatrice. Et la réponse de la plupart des adultes, c'est « Oh, bah, les jeunes de nos jours, les générations de maintenant, c'est de pire en pire parce que TikTok, parce que Internet. » Alors que non, en fait. C'est juste le miroir direct de ce que nous-mêmes, on exerce entre nous et ce qu'on leur fait subir directement. Voilà. Ça renvoie à la question de la prise de conscience, quoi. En fait, en tant que dominant dans ce rapport de domination-là, comment prendre conscience? Alors toi, bon, il y a les chiffres. Je pense que ça permet en fait d'avoir, les chiffres. Il y a aussi le fait que tu étais au contact d'interaction avec des enfants, tu as pu observer, mais c'est pas si facile parce que précisément le propre du fait de devenir dominant, enfin le fait de pouvoir se poser comme dominant et de naturaliser le fait d'être dominant, c'est d'oublier le fait qu'on a nous-mêmes subi des violences quand on était dans l'enfance. Donc voilà, et Tal par exemple propose aussi une remémoration politique de nos enfants, c'est-à-dire comment on peut faire cet exercice réflexif de repenser notre passé, non plus à travers le fantasme de moi, ma vie de famille, c'était super, etc. Mais oui, en effet, peut-être un affect positif vis-à-vis de ton enfance, mais d'analyser au prisme des outils politiques, quels souvenirs on a de violences aussi qui nous ont été faites, ou de violences, ou de contraintes, ou de... Voilà. À ce sujet, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire du coup, parce que je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'ai fait toute une série pour témoigner de violences domestiques que moi j'avais subies dans le cadre du coup de la famille en tant qu'enfant, puis de ado et de jeunes femmes adultes. Et donc j'ai fait toute une série dans une playlist, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, qui s'appelle du coup Violences domestiques et intrafamiliales. Et donc épisode après épisode, je parle un peu de mon vécu depuis toute petite jusqu'à maintenant. Et un des commentaires que j'ai le plus reçu, c'est des adultes ou des parents qui viennent me dire ouais, mais moi ça m'a pas tué, moi on m'a fait pire, je vois pas pourquoi tu pleures pour ça. Et ça renvoie à exactement cette intériorisation du rapport de force où en fait on le rend naturel, où en fait on se dit, en tant qu'adulte, on se dit juste ouais, mais c'était pour mon bien finalement. Ce que j'ai vécu, c'est pas si grave que ça m'a endurci, ça a fait qui j'étais, etc. Puis du coup, ça nous permet ensuite de l'exercer à notre tour sur les enfants qui nous entourent et de pas le questionner. Et ça, je le vois quotidiennement dans mon cadre professionnel. Voilà. Je voulais. Alors, cette conversation, j'aime bien parce qu'elle le sait entre les questions spécifiques aux personnes queer et trans, puis une conversation plus large sur la domination adulte. Puis je pense que ce va-et-vient, il est nécessaire. Et je voulais juste. Amener cette conversation un peu plus sur la question des mineurs queer et trans dans le climat social actuel. Karine, tu l'as évoqué effectivement sur le fait qu'il y a des paniques morales autour de à quoi sont exposées nos jeunes personnes. Et je voulais un peu dire que j'avais eu le plaisir de mener une enquête à ce sujet-là, puis d'interviewer à peu près 80 jeunes personnes queer et trans ou en questionnement, en exploration sur ces dimensions-là de leur personne, qui m'ont un peu parlé. Alors, de différentes façons. Alors, ça varie de trucs d'une grande banalité, entre guillemets, mais importante pour les personnes, à des faits plus frontalement violents, donc violence symbolique, violence physique, violence à caractère sexuel. Fait que je voulais un peu brosser, sans prendre trop de temps, brosser un peu un portrait de ce qui m'a été rapporté par ces jeunes personnes-là. Et puis, ça fait aussi écho assez bien à des choses qu'on a vues dans le film. Beaucoup de jeunes personnes queer et trans que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de cette enquête-là m'ont dit les obstacles auxquels elles devaient faire face du fait de leur coming out. Alors, on sait que le coming out est un processus éminemment complexe, qu'on ne fait pas un coming out, mais des coming out tout au long d'une vie, etc. Mais ce qui me semblait spécifique dans leur discours par rapport au fait, donc, pas simplement d'être queer ou trans, mais du fait de l'être et d'être une jeune personne à la fois, c'était le fait qu'elles étaient entourées constamment d'adultes qui leur dictaient les modalités de ce coming out-là. À qui c'est approprié de le dire, à qui est trop vieux ou trop fragile ou pas assez capable d'entendre l'information. Donc, beaucoup des jeunes personnes qui me disaient, moi, je peux en parler, mais je peux pas en parler à mes grands-parents parce qu'ils sont cardiaques. Ou oui. Et je peux pas en parler à ma petite sœur ou mon petit frère parce qu'il est trop jeune, ça va le choquer, etc. Donc, on dicte un peu les modalités. Oui, tu peux l'être, mais il y a toujours le mais on questionne. Est-ce que tu es sûr de toi? Enfin, toutes les questions qu'on
qu'on a beaucoup d'entre nous 1000 fois entendu, et que les adultes queer et trans se prennent aussi par ailleurs de différentes façons. Mais cette idée que, ouais, OK, tu dis ça, mais qu'est-ce que tu en sais au final? Tu n'as que X années, tu n'as pas vécu tel truc, tu n'as pas connu telle chose. Peut-être que tu dis ça, mais ça va être appelé à changer. Donne-toi la chance de... Et ça vaut pour une pluralité de profils. Donc, des jeunes qui me disent, mais moi, je suis une personne asexuelle. A priori, j'ai pas nécessairement j'ai peu ou pas d'intérêt pour des rapprochements à caractère sexuel. Ces jeunes vont dire, ben, moi, c'est ce que je sais de ma personne. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va devenir de moi tout au long de ma vie. Hein. C'est vrai pour toutes nos dimensions identitaires. Mais ces personnes-là se faisaient dire, ben, attends, tu vas voir, ça va venir. Donne-toi la chance. Tu sais, et plus tu vas pratiquer, plus tu vas y trouver du plaisir. Donc, il y a cette idée d'un peu de déni flagrant. À ça, donc, au-delà du coming out, se jouait aussi des modalités de comment les jeunes n'ont souvent pas l'agentivité pour prendre les décisions concernant leur propre expression de genre. Non pas les ressources, non pas l'argent principalement, ou l'argent, c'est les parents ou responsables qui fournissent. Donc, si je veux aller m'acheter tel truc, ben, si mon parent ou responsable n'est pas en accord avec le fait que je porte une casquette ou que je me coupe les cheveux ou que je me fasse percer tel endroit de mon corps, c'est quelque chose qui n'aura pas lieu. Donc, il y a cette idée de se sentir restreint dans sa capacité d'explorer son genre ou d'exprimer son genre par le fait que ce sont les adultes qui prennent les décisions, qui tiennent les cordons de la bourse et qui peuvent priver de sorties, qui peuvent empêcher certaines fréquentations. Donc, tout ça, ce sont des manifestations qui sont banales à différents degrés, mais qui sont constitutives de l'expérience des jeunes personnes. Puis on l'a vu par ailleurs, alors c'est des petites choses parmi d'autres, mais il y a un protagoniste du film qui explique ben moi, je n'attends que mon top surgery puis ma testostérone, mais je n'ai pas le droit avant 2 ans. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des politiques et des règlements mis en place par des adultes. Puis, je terminerai en disant que quand on parle effectivement beaucoup de mineurs, particulièrement de mineurs trans et de mineurs non-binaires, mais mineurs trans, à l'heure actuelle, médiatiquement parlant, ça se fait presque toujours sans la parole des principales personnes concernées. Ce sont des adultes qui vont publiquement, chez nous, on dirait s'obstiner sur qu'est-ce qui est bon, qui n'est pas bon pour les mineurs trans. Ces dernières personnes brillent par leur absence. On ne veut pas leur donner l'accès à la parole et c'est révélateur, je pense. Pour les quelques minutes qui nous restent avant d'ouvrir la discussion avec les personnes présentes, je me risque tout de même à vous poser une question extrêmement vaste, mais qui est importante, il me semble, dans le cadre du FIFDH. C'est les liens, les relations que vous établissez entre ces questions-là, question de l'enfance, de la jeunesse, la question de la famille, la question aussi bien évidemment des jeunes LGBTQI+, et la question du droit. Alors dire la question du droit ou la question des droits, c'est pas identiquement la même chose. Comment est-ce que vous percevez cette chose-là? Comment est-ce que vous ralliez cette question du droit des enfants, par exemple? On parle souvent du droit des enfants. On est à Genève. Genève connaît historiquement une histoire assez riche en la matière. Comment est-ce que vous percevez cet horizon-là du droit ou des droits? Et est-ce que c'est un horizon pertinent à votre sens, ou en tout cas qui se prête à la question? Pierre, je vous sens. Ok. Non, mais c'est vrai que par rapport aux politiques qui sont souvent des politiques qui sont présentées comme de protection de l'enfance, on va mettre en place des choses pour protéger les enfants. Encore une fois, parce qu'on les considère comme vulnérables et ils doivent être protégés du fait qu'ils sont vulnérables et du fait qu'ils sont dans des familles dites dysfonctionnelles. Mais en vérité, et c'est ce que Tal essaie de montrer, ce thème de la protection de l'enfant naturellement vulnérable ne tient pas si on considère qu'en fait, cette vulnérabilité, elle tient au fait, c'est une vulnérabilité qui est produite par la loi. J'en viens à la question du droit, c'est-à-dire qu'en fait, le statut de minorité est un statut dans lequel on ne peut pas avoir d'argent en propre, on ne peut pas conduire, on ne peut pas voter, on ne peut pas prendre les décisions, le corps et voilà.
enfermé dans l'espace familial, l'institution de la famille est faite de telle manière que de toute façon, l'enfant est vulnérabilisé par le droit, par les lois. Et du coup, l'État qui vient dire, oui, bah, il faut, enfin, et les politiques qui viennent dire, il faut protéger les enfants. En fait, il faut justement questionner ce qui les vulnérabilise. Et ce qui les vulnérabilise, c'est précisément certaines lois et certaines institutions. On parlait tu évoquais la famille, l'institution de la famille en est une, et le fait que, en fait, c'est considéré comme la cellule principale à partir de laquelle tout penser, et penser au fond toutes les politiques, pose problème. Et tu l'as bien rappelé, en vérité, la famille, c'est un vivier très fort de violence, et beaucoup des violences qui sont faites aux enfants sont faites dans le cadre familial. Et donc, plutôt que de protéger les enfants dans les familles, peut-être qu'il faudrait protéger les enfants de la famille. Oui, si je peux me permettre de faire un petit rajout, pendant mes études, lors d'un cours de sociologie de la famille, le professeur Eric Wigmer, du coup, qui dispensait ce cours, a dit une citation qui m'a marquée, que je n'ai jamais oubliée depuis, qui dit « La famille est le groupe le plus violent dans la société après les unités militaires en temps de guerre », pour que vous ayez une idée du taux de violence qu'on peut y retrouver. Et on peut faire un parallèle, par exemple, avec les violences sexistes et sexuelles faites dans le cadre de l'unité du couple hétéro, et élargir encore ces parallèles à d'autres populations. Donc je pense que, comme tu le dis, plutôt que de réfléchir en termes de protection de l'enfance, d'institutions qui viendraient comme des institutions de travail social ou qu'il faudrait renforcer, enfin je dis pas que ça ne sert à rien, je dis juste que comment on fait pour plutôt prévenir en fait ces violences et avoir moins besoin en fait qu'on aille les réparer et qu'on aille sauver ces enfants, mais juste garantir une société dans laquelle ils comprennent dès leur plus jeune âge qu'en fait ils ont une autonomie physique et mentale, qu'ils ont le droit à l'autodétermination, qu'ils aient justement des marges dans lesquelles ils peuvent s'explorer en dehors du cadre familial, et surtout de se rappeler qu'en fait c'est la société entière qui éduque des enfants, c'est pas juste ce qui se passe à la maison, c'est ce qui se passe à l'école, c'est ce qui se passe dans les loisirs, c'est ce qui se passe quand ils font de la musique ou quand ils font une quelconque autre activité. Donc un travail collectif général de repenser en fait nos rapports à eux en les horizontalisant d'une certaine manière, pas surtout. Attention, il y a quand même des espaces dans lesquels les enfants et les adultes ne sont pas équivalents, et c'est une bonne chose, mais de quand même essayer de se questionner, est-ce que je traiterais un adulte de cette manière en fait, quand on s'adresse à un enfant ou quand on observe des adultes parler à des enfants. Merci. Karine ? Je vais un petit peu m'éloigner, je vais prendre un autre biais. Moi, j'avais envie de parler de la procréation, donc qui concerne les jeunes personnes trans, parce qu'à un moment donné, il y a une génération, pour pouvoir faire des transitions, les personnes faisaient famille d'abord et faisaient leur transition très tardivement. À un moment donné, il y a une autre génération qui disait je renonce à faire famille. Et ensuite, on a une autre génération de personnes trans beaucoup plus jeunes qui renonce pas, qui veut faire sa transition, mais qui veut aussi faire famille. Et dans le cadre français, les personnes ont commencé à demander des autoconservations de gamètes, par exemple. Et l'Académie de médecine, au milieu des années 2000, deuxième partie des années 2000, les médecins ont dit non, rien du tout, ça va pas. Enfin, ils se sont dit mais c'est quoi votre question là? Vous voulez transitionner, mais en plus vous voulez des enfants. Et en plus de ça, vous êtes très jeune. C'était un peu ça ce qui se passait. Et l'anthropologue Laurence Hérault, elle a bien travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, je me repose en partie sur son travail. C'est qu'elle a expliqué que ces médecins, en fait, s'étaient fait les gardiens d'un modèle familial qu'ils avaient mythifié. Alors évidemment, quand les personnes trans arrivent et qu'on leur dit on veut des enfants, ça passe pas. Alors je vais donner d'autres exemples pour arriver à expliquer là où je veux en venir. C'est que par exemple, quand on a le cas de deux jeunes personnes, d'un couple, et que dans le couple, une des personnes est trans, on demande un autre suivi psychiatrique, c'est-à-dire une seconde psychiatrisation. Donc la première, c'est pour sa transition, et la seconde, c'est parce qu'elle veut faire famille, elle veut des enfants ou un enfant. Alors en Belgique, une référence qui est Petra Tsuter, elle dit non, c'est la double peine, quoi. Cette double psychiatrisation, c'est juste pas possible. Et donc en Belgique, par exemple, c'est pas pratiqué du tout. Et il n'y a pas de raison de psychiatriser une des personnes d'un couple parce qu'elle est trans. C'est juste pas possible. Dans les États américains, alors aujourd'hui, j'en sais rien vu le climat,
Mais dans les années 2010, par exemple, le droit à la procréation est un droit constitutionnel. Et donc, ce qui fait qu'une personne trans, qu'elle aille au bout ou pas de sa transition, on lui conseillait automatiquement une autoconservation des gamètes, en disant, on ne sait jamais, si après tu subis des opérations et que elles peuvent te conduire à une stérilisation, il faut que tu puisses avoir des enfants. Donc, c'était fait. C'était vraiment organisé. Alors, évidemment, on est très loin de la France, là. On est vraiment très très loin de la France et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le rôle des médecins qui a été vraiment intéressant sur ce sujet-là. C'est en fait comment les médecins finalement en sont arrivés à outrepasser finalement les droits humains, et je dis bien humains, en mettant en place des outils qui pourtant relèvent du droit. Et ça a été mis en place justement pour contrôler les plus jeunes personnes trans qui veulent faire famille. Merci, Karine. Alors j'espère que je ne suis pas trop hors sujet, mais je voulais apporter un éclairage Merci un peu. beaucoup. Gabrielle, en quelques secondes. Oui, absolument. J'ai pris la question de droit avec un autre angle encore. Ce qui me semble intéressant, c'est de remettre en question, enfin de questionner ou de s'interroger sur le droit à l'exploration, le droit au questionnement dont on peut disposer, et notamment en ce qui concerne les questions de genre et de sexualité. On a tendance, est-ce que c'est l'inspiration du développement à la Piaget, hein, mais à concevoir un peu le développement humain comme une série d'étapes successives à franchir avant d'atteindre quelque chose de l'ordre d'une certitude. Et c'est une perception qui est très imprégnée d'adultisme, et parce qu'on voit, effectivement, Karine l'évoquait tout à l'heure avec l'exemple de la page blanche, mais on voit les jeunes personnes comme étant complètement incomplètes à construire, hein, et les adultes comme étant accomplis. Ce modèle-là, il pose problème de plusieurs façons, notamment parce qu'il ne permet pas à des adultes, des personnes majeures, de penser leurs incertitudes. On est dans un système qui présume qu'à partir du moment où tu as un certain âge, tu es censé savoir, là, pour me limiter aux questions de genre et de sexualité, tu es censé savoir comment tu t'identifies puis qui t'attire, hein, pour le dire simplement. Après, donc on a tellement de mal à penser, par exemple, des transitions amorcées à l'âge adulte. On a beaucoup de mal à penser des gens qui changent, entre guillemets, d'orientation sexuelle plus tard dans la vie. C'est des choses qui ne rentrent pas dans la manière dont on peut concevoir le développement humain. Il y a ce titre-là, et au même titre, et un peu c'est le pendant de la chose, on a du mal à concevoir que des jeunes personnes puissent avoir quelque chose qui serait de l'ordre de la certitude. Donc, je pense qu'il faut interroger l'entièreté de notre manière d'appréhender le développement humain, rien de moins, hein? Enfin, une journée comme ça, mais pour nous doter de quelque chose de l'ordre d'un modèle qui nous permet d'appréhender ces mouvements de tests, d'essais-erreurs, entre guillemets, de tentatives de quelque chose, de recul, de pause, etc. Et on n'est pas en ce moment de plein de façons dans un modèle qui nous permet de penser ça. Je voulais évoquer ça. Merci beaucoup pour votre présence. Avant de vous céder bien volontiers la parole pour que vous puissiez poser vos questions, je souhaitais remercier Robin, Adé et toute l'équipe du FIFDH d'avoir rendu possible cette coprésentation avec l'OPEJ, qui est l'Observatoire des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, que j'ai le plaisir d'animer avec Delphine Coulon et Arnaud Frauenfelder. C'est un observatoire qui est rattaché à la Haute École de Santé de Genève et la Haute École de Travail de Genève. Donc merci beaucoup au FIFDH d'avoir rendu possible ce premier partenariat. Une personne va circuler et va vous tendre un micro pour les questions que vous souhaitez poser à nos invités. Le débat a été particulièrement dense. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui mériteraient certainement d'être davantage approfondies. Donc vraiment, n'hésitez pas. Généralement, c'est la première question qui est un peu dure. Donc généralement, on parle en attendant qu'une personne décide de lever la main. Et il y a une personne... Voilà. Merci.
Merci. Alors, je parle aussi en tant que personne. Bon, je suis maintenant adulte, mais oui, ça arrive, je sais. En tant que personne adulte et jeune adulte et queer, mais aussi en tant que personne qui a été victime de violence et aussi qui a eu de la maladie mentale, voilà. Et qui n'en est toujours pas sorti, mais ça arrive, on y va. Et en fait, je voulais savoir déjà à partir de quand vous considériez... comment vous considérez le libre arbitre d'un enfant et comme ça, en fait. Parce que j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, je vais en citer un. J'ai des cicatrices, des automutilations, et puis il m'est arrivé de devoir expliquer à des enfants. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'ai pu expliquer très clairement les choses. J'ai d'abord demandé aux parents si je pouvais déjà, ce qui est quand même une chose, parce que c'est quand même des choses très violentes et comme ça. Et j'ai pu expliquer très clairement à la petite fille, qui était très intelligente aussi, je tiens à dire. Et de l'autre côté, on m'a demandé, parce que j'avais un énorme bandage autour du bras, et puis on m'a demandé qu'est-ce qui m'était arrivé, et puis j'ai dû dire quelque chose du style j'ai été griffée par une sorcière, parce que je savais que la mère n'allait absolument pas accepter que je dise des choses de type sur l'automutilation, et je sentais comment elle éduquait ses filles. Alors en fait, le truc, c'est surtout un témoignage que je voulais partager avec vous, et que désolée, et que en fait, je pense que c'est surtout une question de comment on éduque les enfants et comme ça. Et puis et puis personnellement, mon rapport à l'automutilation, quand j'étais petit, je n'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. J'en avais vu des fois, sûrement sur des gens, mais je n'avais pas remarqué. Maintenant que j'en ai sur moi, c'est quelque chose que je ressens un peu plus à corps. Mais voilà, c'était juste une petite expérience. Bonne journée. Merci. Merci. D'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, poser une question. Il y a une personne face... Voilà, comme par hasard, là, il y en a plusieurs. Ok. Bonjour, merci pour ces échanges super intéressants. Moi, ce qui m'interrogeait, c'est un peu ce moment de bascule en fait, entre enfants et adultes. J'imagine qu'il y a des ancrages juridiques qui permettent de comprendre les choses toujours de manière très catégorique et pas très réaliste par moment. Mais du coup, je me demandais comment est-ce que vous perceviez ce moment de bascule. Est-ce que c'est quelque chose de fluide, qui bouge, qui change d'un individu à l'autre? Et comment est-ce qu'on thématise justement ce passage où on passe de dominé à dominant? Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Merci. Je peux juste dire 2 mots et puis après, oui, il y a la question légale. En fait, c'est une grosse question, cette question de justement définir la classe. Quelle classe des enfants, quelle classe des adultes? Est-ce que c'est des classes qui sont rigides ou pas? Et il y a la question de la minorité. Je pense que c'est quand même un gros curseur parce qu'en fait, c'est la question du droit et on passe de 17 ans et demi à 18 ans et d'un coup, il y a un basculement en termes de droit qui est énorme, je crois. Enfin, voilà. Et j'ai oublié le deuxième truc que je voulais dire. Donc, ah oui. Et aussi, en tout cas, Tal le pense à partir de la question de l'oubli, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qui va caractériser précisément le passage au fait d'être dans une position dominante, ça va être caractérisé et défini par l'oubli. À un moment, et du coup, évidemment, c'est un processus pour le coup qui n'est pas un processus de basculement immédiat, mais psychiquement un processus long de bon, je pense qu'il dirait pas refoulement, moi je le dis, de refoulement d'expériences traumatiques qu'on va mettre de côté, et du coup on va se forger autour de cette forme de résistance à certains souvenirs. Et disons psychiquement, moins légalement, mais psychiquement, on pourrait peut-être définir à partir de ça, à partir de l'oubli, le fait de devenir adulte. En tout cas, c'est une... Moi, si je peux me permettre de rajouter mon grain de sel, ce que je retire du bachelor que j'ai pu faire, c'est que les 2 ingrédients clés pour que la discrimination sociale ait lieu, c'est l'altérisation et l'essentialisme. Du coup, l'altérisation, c'est rendre autre et du coup hors de l'humanité un groupe de personnes,
différents de nous, quoi. Et l'essentialisme, c'est de rendre ça naturel, immuable. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un genre d'auto-altérisation qui se fait, de se dire, voilà, quand on regarde dans une cour d'école, on voit des adolescents dire à des plus jeunes, ah, mais t'aimes toujours ça, c'est pour les bébés, alors qu'en fait, un an plus tôt, elles adoraient ça. C'est comme un processus de auto-distinction où on se dit, je ne suis plus ça, donc je dénigre ce truc, et maintenant, je fais partie de cette autre classe. Un peu comme on pourrait imaginer chez les transfuges de classe qui diraient, ah, cette musique, je peux plus l'entendre parce que maintenant, je fais partie d'une nouvelle classe, et puis en fait, c'est un truc de cassos, de machin. Enfin, je sais pas si le parallèle est clair, mais voilà, il y a cette idée de se mettre à distance et du coup de se placer dans le groupe dominant. Mais c'est vrai que ça, c'est plus d'un point de vue individuel. Maintenant, plus structurellement, je saurais pas trop répondre à la question. Moi, je voudrais répondre à cette question comme une sociologue désagréable, c'est-à-dire de répondre à la question par une question. Mais c'est pas pour être désagréable, mais parce que c'est vraiment... Je pense que ça fait réfléchir. Souvent, on se pose la question... Non, je vais donner un autre exemple. Récemment, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses, Gabrielle, du droit de vote des enfants? Est-ce que les gens devraient avoir le droit de vote dès la naissance, etc. Puis là, la vraie réponse, c'est que je n'ai pas particulièrement je ne sais pas ce que j'en pense du droit de vote des enfants. Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'on se pose toujours la question de à partir de quand on est prêt, capable, on est adéquat, on a les compétences cognitives. Mais on ne se pose jamais la question de à partir de quand on ne les a plus. Parce qu'on se demande toujours, mais c'est vrai, on se demande toujours à partir de quand est-ce qu'on devrait avoir le droit de vote? À 16 ans, à 14 ans, etc. Est-ce qu'on se dit à un seul moment, quand est-ce qu'on retire? Est-ce qu'on retire le droit de vote à quelqu'un? À partir de quand devrait-on, si c'est le cas, retirer le droit de vote à quelqu'un? Jamais on a le pendant. Et si on ose tremper le petit orteil dans la mare de retirer des droits à des adultes, c'est lever de bouclier aussitôt. Donc, ma réponse, qui est une non-réponse, c'est déjà, je trouve la manière de poser la question nous informe sur quelque chose qui est de l'ordre de notre angle mort, je trouve. Mais c'est une excellente question par ailleurs. Je me permets simplement d'ajouter que à Genève, ce que l'on observe de manière extrêmement marquante, si on travaille un peu avec les travailleurs sociaux et un peu avec les travailleurs de la santé, c'est à quel point, comme le disait Pierre, le passage à la majorité est vraiment un moment absolument fatidique pour une forme de dégradation ou de moments extrêmement dangereux à travers lesquels les jeunes personnes qui viennent d'avoir 18 ans sont censées aller. Alors que vraiment, sur le plan juridique, sur le plan du droit, il y a tout un ensemble de possibilités, de directives, même d'aides économiques, ne serait-ce que ça, qui soit disparaissent, soit demandent une autonomie assez importante pour pouvoir être utilisées de manière pertinente. Donc, j'insisterai peut-être vraiment sur cette question du passage à la majorité. Une question? Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. Je me disais juste un coup, ce serait bien qu'on garde en tête de ne pas faire la même erreur qu'on fait souvent, qui est de parler à la place des concernés. Et je me dis, où sont les enfants dans cette table ronde? Invitons des enfants, des mineurs, et invitons-les systématiquement quand on évoque ces questions, quoi. Robin, tu souhaites? Oui, du coup, je me permets de répondre parce qu'en effet, on s'est posé la question d'avoir ou non des mineurs sur cette table ronde. Ça aurait pu être le cas, c'était pas ni une volonté ni un rejet, mais finalement, ça n'a pas été le cas. C'est aussi plein d'aléas de la production d'un événement. En revanche, il y aura une personne mineure sur un prochain événement qui aura lieu plus tard dans le cadre du festival sur réenchanter l'avenir, essayer de garder des pistes d'espoir. Il s'appelle Réenchanter l'avenir. Et là, on donne la parole à des jeunes activistes, dont César, qui a 13 ans, voilà, et qui s'engage. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait au festival, donner la parole à des mineurs. Ça pose toute une série de questions au sein de l'équipe, à l'extérieur, etc. C'est assez vertigineux également. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais comme ça a été dit, finalement, nous avons pour une fois sur le panel que des personnes, en tout cas ex-concernées, même si elles ne le sont plus actuellement. Je suis désolée, parfois je vous regarde et puis vous croyez que vous allez parler et puis en fait le micro est tendu à une autre personne. Donc je crée de l'espoir et puis tout d'un coup je suis vraiment désolée. Ok, merci. Je vois que depuis le débat tourne autour de la participation des jeunes sur les décisions les concernant.
Et moi, j'aurais aimé que sur le plateau, qu'on ait un juriste qui puisse aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, où à l'article 12, on parle plus de le droit à l'enfant d'être entendu, le droit à la participation. Ça pourrait encore nous donner plus d'informations sur tout ce que nous sommes en train de dire. Mais car que cela ne tienne, disons ainsi, on peut toujours aller lire quelques observations générales plutôt numéro 12 des Nations Unies qui détaille plus sur la participation de ces enfants. Et c'est accessible sur Google. Nous pouvons encore mieux comprendre à quel point on peut impliquer les enfants, jusqu'où on peut les impliquer et pourquoi aussi il ne faut pas impliquer systématiquement les enfants. Voilà, parce que, comme disait aussi, je ne sais plus son nom, Pierre disait que c'est vrai, la loi souvent nous amène même à dominer ces enfants, mais c'est qu'effectivement, quand vous prenez les lois internes, il y a certaines lois qui interdisent ou bien qui limitent cette participation des enfants. Et on se pose la question, si on part d'un État moniste, par exemple, qui est censé incorporer toutes ces conventions internationales, comment se fait-il qu'on en arrive encore à voter des lois qui limitent certains droits qui devaient normalement être internationalisés? Donc, on peut aller visiter ces documents et ça pourrait encore nous donner plus d'informations. Mais c'est effectivement dommage qu'il n'y ait pas des mineurs sur le plateau aussi. Parce que pour qu'ils puissent vraiment donner leur point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent sur la question, et ça pouvait encore donner plus d'idées. Merci. Merci. Parce que je fais des études en lien avec la protection des enfants, donc il fallait que je parle un peu sur ça. Merci. Merci. Une question là-bas derrière. Là-bas derrière, ok. Je suis désolée. Alors, je suis pas du tout à l'aise avec l'oral, donc je vais quand même essayer. C'était peut-être pour pas répondre à monsieur, parce que j'ai pas les prérogatives pour répondre à monsieur, mais qui c'était l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a quand même dans cet article une précision qui est assez importante à mon avis. C'est que un peu plus fort. C'est que c'est l'enfant qui est capable de discernement, qui a le droit de participer, de s'exprimer, d'avoir le droit de donner son avis, d'être reconnu éventuellement dans ce qu'il aimerait pour lui ou elle-même. Et je pense que c'est pas anodin, parce qu'il faudrait peut-être se poser la question de qu'est-ce qui détermine la capacité ou non d'un enfant, qui la détermine et avec quels intérêts. Enfin, je veux dire, je pense qu'à partir du moment donné où on accorde certains droits ou on retire certains droits en fonction de la capacité de discernement, il y a déjà une question à se poser à ce niveau-là. Mais voilà, c'est juste ça. Merci, mais c'est que aussi dans cet article, on dit qu'il y a plusieurs formes de participation. C'est pas seulement à travers l'expression. On peut s'exprimer à travers des images, par exemple. La communication non verbale est une forme de participation. J'ai vu la sociologue qui parlait d'un enfant de 2 ans, mais l'enfant de 2 ans communique de façon non verbale. Il faut aussi prendre, dans l'observation générale, quand vous lisez, le Comité des droits de l'enfant nous donne plus d'informations sur comment nous pouvons faire participer ces enfants-là. Et on peut participer de plusieurs manières. Donc, il y a les images, il y a l'expression faciale, il y a plusieurs choses que nous devrions normalement prendre en compte pour une participation véritable de l'enfant, du jeune. Si je peux me Et cette participation peut être collective comme elle peut être aussi individuelle. Voilà, on a même parlé des schèmes ici, voilà, toutes ces questions de Piaget, ça se pose. Mais on se demande vraiment à quel moment on accorde cette compétence à l'enfant. Il y a ça se limite où? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Encore une fois, au nom de l'Observatoire, je remercie l'UFI-FDH de ce partenariat qui a rendu cette rencontre possible. Merci beaucoup à nos invités, on peut les applaudir. Merci à vous. Et je crois qu'on peut tous collectivement remercier Luca Von Rey pour ce très beau film, ce moment d'émotion.
Et merci beaucoup à toi, Kautar, de nous merci. avoir accueillis. À très bientôt, le programme est très riche, on se reverra certainement dans d'autres situations.